Les artistes dont il sera question dans ce cours ont été marqués par les œuvres d'Annibal Carrach et se sont opposés aux formes compliquées de la bella maniera que les historiens de l'art qualifieront, non sans quelque mépris, de naturalisme à partir de la fin du XVIIIe siècle. Voyez l'excursus consacré à cette notion problématique, mais aussi au fort contraste de lumière et aux couleurs sombres du Caravage. Ils prônent et tendent vers la beauté idéale grâce à l'étude des grands maîtres du passé, et notamment de Raphaël, l'étude de l'antique et de la nature. Il s'agit là de la doctrine enseignée à l'Académie des Incaminati de Bologne, fondée en 1582 par les frères Carrach, dont nous avons déjà parlé dans un chapitre précédent, et par laquelle sont passés plusieurs des peintres dont nous allons parler maintenant. D'un point de vue graphique, les artistes adoptent un dessin précis et des compositions équilibrées, suivent les proportions idéalisées de la statuaire antique et recourent à la perspective linéaire ou aérienne. Les sujets privilégiés sont ceux inspirés de l'histoire antique ou de la mythologie gréco-romaine. Guido Reni arrive à Rome vers 1601 pour participer au décor de la galerie du Palais Farnèse sous la direction d'Annibal Carrach, œuvre qui marquera ses propres travaux à venir, même si, on l'a vu, Annibal finira par refuser de collaborer avec lui préférant ses élèves préférés, le dominicain et l'Albane. Comme son ancien maître, Guido Reni choisit pour décorer ce plafond un triomphe mythologique, ainsi que la technique du tableau reporté, quadro riportato, ou faux tableau peint, si l'on veut, plutôt que la quadrature, quadraturismo, c'est-à-dire un décor créant un espace illusionniste, comme ici une ouverture sur le ciel chez Pierre de Cortone. Cette fresque intitulée l'Aurore ou l'Aurora a été commandée à l'artiste en 1612 par le cardinal Scipione Borghese, amateur d'art et grand mécène. En effet, Guido Reni avait acquis une certaine renommée auprès du haut clergé et du pape Paul V, issu de la puissante famille Borghese. Mesurant 2,8 m de hauteur sur 7 m de largeur, la fresque, terminée en 1614, décore le plafond de son casino, c'est-à-dire une maison de jardin, près du palais Pallavicini Rospigliosi à Rome. Sur les murs de la salle se trouvent 4 fresques des saisons de Paul Bril et 2 triomphes d'Antonio Tempesta. À droite, un général romain en triomphe et couronné par la victoire ailée. À gauche, un triomphe de l'amour. Sur la droite de la composition, la déesse Aurore, vêtue d'une ample robe flottant dans les airs et des guirlandes de fleurs dans les mains, ouvre la route pour le char d'Apollon, ou le dieu grec du soleil Hélios, tiré par 4 chevaux. Elle répand des fleurs sur son chemin. La fresque représente ainsi la course du soleil. Derrière elle, un pouteau muni d'une torche vole au-dessus du quadrige. Il est la personnification de l'étoile du matin. L'équipage est entouré de personnages féminins se tenant par la main et formant une chaîne. Il s'agit des heures du jour, personnification de la division du temps. Enfin, peint sur le cadre doré, 4 zéphyrs soufflent des vents à chaque extrémité. Guido Reni propose ici une image sobre, mais dynamique et clairement composée. Que ce soit du point de vue du dessin ou du coloris, l'œuvre se caractérise par un souci d'harmonie. Les couleurs vives et la palette resserrée, autour de tons chauds, sont propres à celles des peintres vénitiens. On est bien loin des forts clairs-obscurs du Caravage. La composition en frise de la fresque rappelle celle des anciens sarcophages romains. Le cardinal Borghese avait d'ailleurs constitué une importante collection d'antiques.
Parmi les marbres réunis dans la Villa Borghese, sur la colline du Pincio, un relief dit les danseuses borghaises servit de modèle à Guidorini pour peindre les personnifications des heures du jour se tenant la main. Ce motif confère équilibre et un rythme harmonieux à la composition. Ainsi, Guidorini, ancien disciple de Carràs, met en pratique les notions enseignées à l'Académie de Bologne, cherchant à représenter un idéal de beauté. Giovanni Pietro Bellori, dans ses Vies des peintres, sculpteurs et architectes, publié en 1672, théorise la notion de beau idéal. Selon lui, Caravage est trop naturel. Il cite par contre Guidorini, par exemple, car il ne peignait pas la beauté qui s'offrait à ses yeux, mais celle que voyait son idée. À la fin de l'année 1601, Domenico Zampieri, dit le Dominicain, formé par les frères Carràs à Bologne, s'installe également à Rome pour travailler aux fresques de la galerie Farnèse. Il séjourne dans la ville éternelle, où il étudie notamment les œuvres de Raphaël et rencontre beaucoup de succès, tant dans le domaine des décors religieux monumentaux que dans les scènes mythologiques jusqu'en 1617. Juste après son départ, il réalise cette grande toile représentant Diane et les nymphes au bain. Ce tableau avait été commandé et réalisé entre 1616 et 1617 pour la galerie du cardinal Pietro Aldobrandini. Ce dernier souhaitait compléter sa collection de bacchanales de Titien qu'il venait d'acquérir, à côté d'œuvres de Bellini et de Dosso ramenées de Ferrare. Finalement, la toile est récupérée par des moyens peu orthodoxes par Scipione Borghese. Il fait empoisonner l'artiste et récupère la toile. L'œuvre se trouve ainsi depuis 1617 dans la collection Borghese. Le sujet choisi n'est pas traditionnel et mêle plusieurs scènes mythologiques. Plusieurs éléments font penser à Diane et Actéon. Il semble que les nymphes viennent de découvrir Actéon. L'une d'elles retient un chien sur le point de sauter sur le voyeur caché dans le buisson à droite. Autour de la déesse Diane, les bras levés, plusieurs nymphes s'exercent à tirer à l'arc. Selon plusieurs historiens de l'art, elle participe à un concours de tir à l'arc à la colombe, inspiré par celui raconté dans l'Énéide de Virgile. Les guerriers d'Énée, dans la version originale, sont ici remplacés par Diane et ses nymphes. Plutôt que d'imiter le peintre vénitien Titien, le dominicain, conseillé par le théoricien du beau idéal Giovanni Battista Agucci, s'en détache, mais en suivant plusieurs principes. Il veille tout d'abord à conserver une unité chromatique très forte dans son tableau, grâce à un nombre limité de couleurs. Il fait prévaloir des couleurs claires et refuse des ombres noires, propres à la peinture du Caravage. Ensuite, il accorde un rôle important au paysage, qui structure l'espace et articule la palette chromatique. Il renvoie enfin directement à des modèles antiques. Le sujet est une scène de chasse dérivée de l'Énéide de Virgile. Par ailleurs, il peint au milieu de la composition une citation de la sculpture antique, le spinario, ou tireur d'épines, que nous avions déjà évoqué tout au début de notre cours autour des reliefs du baptistère de Florence. La manière du dominicain se caractérise enfin par une grande précision et justesse du dessin. Le peintre représente des nus féminins de grande taille. Il s'agit là d'une évocation de la nécessité pour un tableau de plaire et de charmer le regard. On retrouve ici une sensualité similaire à celle des œuvres du Caravage. Les deux nymphes du premier plan, personnages admoniteurs, attirent ainsi l'attention du spectateur et l'invitent à entrer dans le tableau. L'une regarde le spectateur dans les yeux, tandis que l'autre désigne du doigt la diagonale sur laquelle l'action principale se déroule. Les lignes convergent vers l'oiseau transpercé par une flèche en plein vol. Cette rhétorique des gestes, associée à l'équilibre de la composition, facilite la lisibilité de l'œuvre. Le peintre donne à chaque figure un rôle spécifique dans l'histoire. L'organisation claire de la composition, sur le modèle des œuvres de Raphaël, est une composante essentielle pour le dominicain. Giovanni Pietro Bellori, dans ses Vies d'artistes, dont nous avons déjà parlé, raconte un épisode où Hannibal compare des œuvres de Guido Reni,
et du dominicain. Selon le maître, une vieille femme reste silencieuse devant celle de Rény, mais parvient à expliquer toute l'histoire à son enfant devant le martyre de Saint-André du Dominicain. Finalement, le Dominicain fait de ce tableau une œuvre manifeste. Le thème du tir à l'arc touchant sa cible est, à l'époque, un lieu commun habituel pour traduire un argument ou un discours parfaitement réussi. C'est l'illustration iconographique et formelle du chef-d'œuvre. Dans la toile, le peintre rassemble toutes les composantes de son univers esthétique, tendu vers la recherche du beau idéal. Le souci de la lisibilité des œuvres passait également par l'expression des affetti, les sentiments, et c'est ce que nous allons voir à présent. Cette quête de la beauté idéale, à travers le filtre de Raphaël, se poursuit chez le dominicain jusqu'à la fin de sa carrière. Dans cette Sainte Cécile, le peintre prend pour modèle le retable peint par Raphaël que le peintre avait pu admirer dans l'église bolognaise de San Giovanni in Monte. On retrouve le même sujet, la même posture de la sainte, tout comme un souci pour une composition harmonieuse et équilibrée. Le peintre en simplifie pourtant la composition en la réduisant à 2 figures et en l'articulant verticalement autour de la relation entre la sainte musicienne et la transcendance placée hors champ. Ce tableau peut être considéré comme l'emblème d'un art qui cherche la perfection dans un ailleurs esthétique. Le dominicain a peint ce tableau vers 1617, juste après son retour à Bologne, probablement pour le cardinal Ludovico Ludovisi. Sainte Cécile joue d'une viole de gambe à 7 cordes, tandis qu'à ses côtés, un ange debout tient au-dessus de sa tête une partition de musique. La patronne des musiciens chante et lève les yeux au ciel comme inspirée par une musique divine. Le fond neutre met en valeur le dessin précis de l'artiste pour rendre la beauté des traits fins du visage de la jeune femme, ainsi que la somptuosité de son vêtement. Ici est évoqué le passage de sa légende, selon lequel, en allant au martyre, la sainte entendit une musique céleste. Encore une fois, l'œuvre se caractérise par une grande clarté et un équilibre de la composition. Cette dernière se structure autour des lignes horizontales du muret en marbre et de l'archet, ainsi que les verticales des 2 personnages et de l'instrument de musique. C'est une composition plus dynamique qui structure la prochaine œuvre dont nous allons parler, en accord bien sûr avec le sujet traité. Giovanni Lanfranco était le principal rival du dominicain à Rome, notamment dans le domaine des grands décors d'église. Il a commencé un apprentissage avec l'artiste bolonais Agostino Carracci, frère d'Animal Carracci, puis a travaillé dans l'atelier romain d'Annibale. Lui aussi, comme les 2 artistes précédents, arrive à Rome au tout début du XVIIe siècle pour collaborer à la réalisation du décor de la galerie Farnèse. Son art est nourri des leçons des Carracci, mais aussi du coloris chaud et doré du Corrège que l'on retrouve dans cette toile figurant l'extase de sainte Marguerite de Cortone. Le goût pour le Corrège est déjà sensible dans la voûte de la chapelle Buongiovanni. L'artiste peint cette extase de sainte Marguerite de Cortone en 1622 pour servir de retable à l'église Santa Maria Nuova a Cortona, où la sainte vécut et mourut. À la vision du Christ lui montrant ses stigmates, la jeune femme s'évanouit. L'événement mystique est raconté par son confesseur. La jeune femme porte la robe de bure ainsi qu'une corde nouée à la taille, habit des membres de l'ordre franciscain. En effet, elle avait été admise dans le tiers-ordre franciscain. Dans le bas du tableau, un petit chien pose la patte sur un écusson aux armes de la maison Venuti. Ce détail laisse penser que ce tableau a été commandé par un membre de cette famille, vraisemblablement Niccolo Gerolamo Venuti. Avec les attributs de l'ermite que sont le crucifix et le crâne, l'animal est régulièrement associé à cette sainte dans l'iconographie. Selon la légende, c'est ce chien qui découvrit son amant, le comte de Montepulciano, assassiné au pied d'un arbre.
L'artiste recherche une certaine forme de simplicité et d'effet direct sur le spectateur, suivi par une composition claire et lisible. Le tableau est construit autour de 2 diagonales parallèles dans une composition dynamique, traduisant bien le mouvement de l'affaissement. Celle composée par l'apparition du Christ volant dans les airs porté par les anges, les bras en croix, et celle du corps renversé à l'arrière de la Sainte, tombée à genoux et soutenue par des anges. Les personnages se détachent sur un fond neutre et composé de nuages éclairés par une lumière dorée. Élément central de la scène, l'expression de la Vierge en extase rend compte d'un souci du peintre de représenter avec soin les affetti. Selon certains d'ailleurs, la figure de Marguerite en train de se pâmer aurait été reprise par le Bernin dans la pose de la célèbre sculpture de Sainte Thérèse. Afin d'insister sur l'intensité dramatique de la scène, Lanfranco recourt à de forts contrastes de clair-obscur. Les ombres sont ici très sombres et marquées. La scène semble ainsi éclairée par une puissante lumière provenant de la gauche. Néanmoins, la palette resserrée autour de couleurs chaudes confère une harmonie chromatique à l'ensemble. Lanfranco semble ici moins à la recherche du beau idéal que d'une peinture d'après-nature plus expressive, dont le dynamisme et les effets sur la sensibilité assurent la séduction auprès des spectateurs. Les artistes romains apprécient également la peinture vénitienne et notamment les œuvres de Titien, comme par exemple Bacchus et Ariane, ramenés de Ferrare à Rome. C'est ce que nous allons voir à présent avec cette toile représentant l'enfance de Bacchus. Né en Normandie puis formé à Paris, Nicolas Poussin passe l'essentiel de sa carrière en Italie. Un premier séjour à Venise marque le début de sa carrière de peintre, suite auquel il s'installe à Rome en 1624. C'est au cours de cette première année romaine qu'il réalise cette toile. Le sujet est inspiré des Métamorphoses d'Ovide. Le jeune Bacchus est en train de boire le jus d'une grappe de raisin pressée par un satyre. Fils de Jupiter et de Sémélé, le dieu avait été confié aux nymphes du mont Nyssa qui l'élevèrent. En effet, la mère du jeune dieu avait été réduite en cendres à la suite d'une manigance de la jalouse Héra. L'enfant fut nourri au lait de chèvre et grandit en compagnon du dieu Pan, de Silène et des satyres qui lui firent découvrir les plaisirs du vin. La toile est parfois nommée la nourriture de Bacchus ou la petite bacchanale. Au premier plan, une nymphe représentée nue et allongée, rejetant la tête en arrière, est une citation de la toile de Titien, la bacchanale dite des Andriens. L'œuvre faisait partie d'une série de tableaux peints par Titien pour Alphonse d'Este et ensuite acquis par le cardinal Ludovico Ludovisi et amené à Rome en 1621. Dans la collection, une autre œuvre de Titien, l'Offrande à Vénus, et que Poussin connaissait aussi vraisemblablement, a servi de modèle pour les figures des putti. Le motif du puto, les bras entourés autour du cou d'une chèvre, fait écho à un thème traité à plusieurs reprises par le sculpteur et ami de Poussin, François Duquesnoy, dans des bas-reliefs de petit format très appréciés à l'époque. Nous savons d'ailleurs que les deux artistes partageaient en 1626 le même logement. Le motif sera repris à plusieurs reprises par Nicolas Poussin, notamment dans ce Midas et Bacchus peint vers 1630. Le coloris unifié autour de couleurs chaudes, brun, rouge, orange, doit également beaucoup au maître vénitien. Les personnages semblent baignés dans la lumière du coucher du soleil. Ils sont figurés dans un paysage idyllique, composé de montagnes à l'arrière-plan, à droite, et de végétation. Un couple au pied d'un arbre, dont l'un tend un fruit à l'autre, est peut-être une évocation d'Adam et Ève. Poussin reprendra ce thème des années plus tard, entre 1660 et 1664, dans un tableau nommé Le Printemps, dit aussi Adam et Ève ou encore Le Paradis terrestre. Une autre version de cette composition, avec variante, est conservée à la National Gallery de Londres. Encore une autre version de plus grande taille est à Chantilly.
Suivant les traces de Raphaël, mais aussi parfois de Titien, et en passant par l'exemple d'Hannibal Carrache, les artistes dont il a été question dans ce cours ont cherché à développer un art au plus près du beau idéal, essentiellement à travers un dessin précis, des compositions équilibrées, des proportions à l'antique et une recherche d'harmonie. La notion de mouvement classique ou classicisme bolonais, souvent utilisée pour caractériser ses œuvres, en plus d'être anachronique, est utilisée pour différentes périodes ou territoires culturels. Son introduction dans le langage artistique date de la fin du XIXe siècle par opposition au baroque. Elle regroupe des artistes très différents les uns des autres et parfois opposés les uns aux autres, et qu'elle n'est pas réellement thématisée théoriquement au XVIIe siècle, si bien qu'il est préférable d'en éviter l'usage aujourd'hui. Comme le recommande Bellori dans ses vies d'artistes, les peintres avaient le souci d'une peinture lisible par la clarté de la composition, la rhétorique des gestes, mais aussi l'expression des affectis. Certains ont combiné idéalisation avec le naturalisme qu'avait initié le Caravage. Il sera question dans le prochain épisode de la réinvention du Caravage.